Dans les rues froides de Königsberg, en cette année 1781, une silhouette familière traverse la ville. Les habitants connaissent bien cette scène quotidienne. Le professeur Emmanuel Kant effectue sa promenade à 4 heures précises de l'après-midi. Sa ponctualité est si légendaire que les commerçants règlent leurs horloges à son passage. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cet homme discret, aux habitudes immuables, vient de déclencher une révolution intellectuelle qui ébranlera les fondements mêmes de la pensée occidentale. La publication de la Critique de la raison pure marque un tournant dans l'histoire de la philosophie. Pourtant, rien dans les origines modestes de Kant ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des plus grands penseurs de tous les temps. Cette histoire est celle d'un homme qui, sans jamais quitter sa ville natale, a voyagé plus loin dans les territoires de l'esprit qu'aucun philosophe avant lui. Les origines, 1724-1740. Le 22 avril 1724, dans une maison modeste du quartier artisan de Königsberg, naît Emmanuel Kant. La ville, alors capitale de la Prusse orientale, est un carrefour commercial important, où se croisent marchands, marins et intellectuels. Le père de Kant, Johann Georg Kant, est un humble sellier, descendant de colons écossais dont le nom original, Kant, a été germanisé. Sa mère, Anna Regina Reuter, est une femme pieuse, profondément influencée par le mouvement piétiste, une branche rigoriste du protestantisme. La famille Kant vit dans des conditions modestes, mais dignement. Le jeune Emmanuel grandit dans une atmosphère où se mêlent le travail acharné de son père et la dévotion spirituelle de sa mère. Le piétisme, qui met l'accent sur l'expérience personnelle de la foi et une morale stricte, marquera profondément sa formation intellectuelle et morale. La mère de Kant joue un rôle crucial dans son éducation précoce. C'est elle qui l'emmène observer la nature, lui apprenant à reconnaître les plantes et à s'émerveiller devant l'ordre du monde naturel. Plus tard, Kant écrira « Je n'oublierai jamais ma mère, car elle a planté et fait croître en moi les premiers germes du bien. Elle a ouvert mon cœur aux impressions de la nature. » Malheureusement, Anna Regina meurt de la fièvre alors qu'Emmanuel n'a que 13 ans. Cette perte précoce le marque profondément. Le jeune garçon trouve refuge dans les études où il excelle. Son talent attire l'attention du pasteur Franz Albert Schulz, figure importante du piétisme et directeur du prestigieux Collegium Fridericianum. Schulz, reconnaissant le potentiel intellectuel du jeune Kant, convainc ses parents de l'envoyer étudier au Collegium. C'est un tournant décisif. Dans cet établissement rigoureux, Kant reçoit une éducation classique approfondie. Les journées commencent à 5 heures du matin par des prières, suivies de longues heures d'études du latin, du grec, de la théologie et des mathématiques. La discipline stricte du collégium forge le caractère de Kant. Il y développe ses habitudes de régularité et de travail méthodique qui deviendront légendaires. Mais l'atmosphère étouffante de l'école, avec son insistance sur la piété extérieure et la mémorisation mécanique, suscite chez lui une certaine réserve envers le dogmatisme religieux. Les années de formation, 1740-1755. En 1740, à 16 ans, Kant franchit les portes de l'université de Königsberg. Cette institution, fondée en 1544, est alors un centre intellectuel majeur de la Prusse. Le jeune homme s'inscrit initialement en théologie, suivant le souhait de sa famille et l'influence du pasteur Schulz. Mais son esprit curieux le pousse bientôt vers d'autres horizons. C'est la rencontre avec Martin Knudsen, professeur de logique et de métaphysique, qui change le cours de sa vie. Knudsen initie Kant aux œuvres de Newton et de Leibniz. Pour la première fois, le jeune étudiant découvre un monde où la raison et la science s'allient pour expliquer l'univers. La lecture de Newton, en particulier, le fascine. Comment des lois mathématiques peuvent-elles décrire, avec tant de précision, le mouvement des corps célestes? Ces années universitaires sont difficiles matériellement. Après la mort de son père en 1746, Kant doit subvenir à ses besoins. Il donne des leçons particulières aux étudiants plus fortunés et joue même au billard, où son talent pour les mathématiques lui assure quelques gains. Ses difficultés financières ne freinent pas son ardeur intellectuelle. Il dévore les ouvrages de la bibliothèque universitaire, passant de longues heures à étudier la physique, les mathématiques et la philosophie. En 1947, Kant publie son premier ouvrage,
Pensée sur la véritable estimation des forces vives. Ce texte, qui tente de résoudre une controverse entre cartésiens et leibniziens sur la nature de la force, révèle déjà sa capacité à aborder des problèmes complexes avec clarté et originalité. Bien que l'ouvrage passe relativement inaperçu, il marque le début de sa carrière d'écrivain philosophique. Ne pouvant obtenir immédiatement un poste à l'université, Kant devient précepteur dans diverses familles nobles de Prusse orientale. Cette période, qui dure près de 9 ans, est la seule de sa vie où il s'éloigne significativement de Königsberg. Dans les manoirs isolés de la campagne prussienne, il affine sa pensée et développe ses talents pédagogiques. La vie de précepteur n'est pas toujours facile pour ce jeune homme timide et réservé. Il doit s'adapter aux exigences des familles aristocratiques, tout en maintenant sa dignité d'intellectuel. Plus tard, il confiera à ses amis que ces années lui ont appris l'art délicat d'allier fermeté et diplomatie dans l'enseignement. C'est aussi durant cette période que Kant développe ses premières théories cosmologiques. En 1755, il publie anonymement « Histoire générale de la nature et théorie du ciel », où il propose une explication mécanique de la formation du système solaire, connue plus tard sous le nom d'hypothèse de Kant-Laplace. Cette œuvre audacieuse, qui explique la formation des planètes sans recourir à l'intervention divine directe, montre déjà son indépendance d'esprit. La même année, Kant retourne à l'université de Königsberg pour soutenir sa thèse de doctorat de Igne sur le feu. Cette dissertation en latin lui permet d'obtenir le titre de Privatdozent, l'autorisant à enseigner à l'université. C'est le début d'une nouvelle phase de sa vie, celle de l'enseignement universitaire. Ses premiers cours attirent rapidement l'attention. Contrairement à la pratique courante qui consistait à dicter des notes, Kant préfère parler librement, encourageant ses étudiants à penser par eux-mêmes plutôt qu'à mémoriser des formules toutes faites. Il enseigne un large éventail de sujets: logique, métaphysique, mathématiques, géographie physique et même fortification militaire. L'ascension académique, 1755-1770. Les premières années d'enseignement à l'université sont marquées par une activité intellectuelle intense. Kant donne jusqu'à 20 heures de cours par semaine. Son salaire de Privatdozent dépend directement du nombre d'étudiants assistant à ses cours, ce qui l'oblige à être un enseignant captivant. Il y parvient remarquablement. Ses leçons attirent non seulement des étudiants, mais aussi des officiers de la garnison et des citoyens cultivés de Königsberg. C'est durant cette période que Kant établit ses habitudes légendaires. Chaque journée suit un programme minutieusement réglé. Il se lève invariablement à 5 heures du matin, boit du thé faible, fume une pipe, son seul vice avoué, et travaille jusqu'à l'heure de ses cours. L'après-midi est consacré à sa fameuse promenade, suivie d'un repas avec des amis choisis. Les soirées sont dédiées à la lecture et à la réflexion. Ses contemporains nous dressent le portrait d'un homme de taille moyenne, à la constitution fragile. Son front haut et ses yeux bleus vifs révèlent une intense activité intellectuelle. Malgré sa santé délicate, il maintient une discipline de fer, considérant que la maladie de la tête peut être surmontée par la fermeté de la volonté. Contrairement à l'image austère que la postérité a souvent retenue, le Kant de cette période est un homme sociable, apprécié pour son esprit vif et son humour subtil. Il fréquente les salons de Königsberg, où son éloquence et sa conversation brillante font merveille. Le comte von Keyserling et son épouse, en particulier, l'accueillent régulièrement dans leur demeure, où il côtoie l'élite intellectuelle de la ville. La question du mariage se pose alors. Plusieurs fois, Kant envisage sérieusement de s'établir. Une anecdote raconte qu'il aurait un jour préparé un discours de demande en mariage, mais qu'il aurait tellement tardé à le prononcer que la dame en question s'était déjà mariée à un autre. La vérité est plus nuancée. Kant choisit délibérément le célibat, estimant que la vie matrimoniale pourrait entraver sa quête philosophique. En 1762, il publie « L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu », ouvrage qui attire l'attention au-delà des frontières de la Prusse. Sa réputation grandissante lui vaut une offre de poste à l'université de Berlin, qu'il décline. Königsberg, avec ses routines familières et sa bibliothèque bien fournie, reste son univers. La guerre de 7 ans,
1756-1763, affecte profondément la vie de la cité. Königsberg est occupé par les Russes et Kant doit prêter serment à l'impératrice Élisabeth. Cette période trouble renforce sa réflexion sur la paix et la guerre, qui trouvera son expression plus tard dans son essai « Vers la paix perpétuelle ». En 1766, Kant publie « Les rêves d'un visionnaire », une critique mordante du mysticisme de Swedenborg. L'ouvrage révèle un autre aspect de sa personnalité, son ironie acérée et son engagement contre la superstition. Il y défend une approche rationnelle de la connaissance, tout en reconnaissant les limites de la raison humaine. Enfin, en 1770, après 15 ans d'attente, Kant obtient la chaire de logique et de métaphysique à l'université de Königsberg. Sa dissertation inaugurale, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principis, de la forme et des principes du monde sensible et intelligible, marque un tournant dans sa pensée. Il y esquisse déjà certaines des idées qui trouveront leur plein développement dans la critique de la raison pure. Cette nomination lui assure enfin une situation stable et un revenu confortable. À 46 ans, Kant peut désormais se consacrer pleinement à l'élaboration de son système philosophique. Mais personne, pas même lui, ne soupçonne encore l'ampleur de la révolution intellectuelle qu'il s'apprête à déclencher. La révolution copernicienne, 1770-1781, l'année 1770 marque le début d'une période extraordinaire dans l'histoire de la philosophie. Pendant 11 ans, Kant semble se retirer du monde. Ses publications se tarissent, au point que ses amis s'inquiètent de son silence. Ce qu'ils ignorent, c'est que dans son modeste appartement de la Prinzessinstraße, Kant est en train d'accomplir l'une des plus grandes révolutions de la pensée humaine. Cette décennie silencieuse est en réalité une période d'intense activité intellectuelle. Kant se lève chaque matin à 5 heures précises, s'installe à sa table de travail et entreprend de repenser entièrement les fondements de la philosophie. Il remplit des centaines de pages de notes, écrit et réécrit inlassablement, cherchant la formulation parfaite de ses idées révolutionnaires. Sa correspondance de l'époque révèle les tourments de cette gestation intellectuelle. Dans une lettre à Marcus Hertz en 1771, il écrit « Je travaille à un ouvrage qui pourrait s'intituler « Les limites de la sensibilité et de la raison ». Ce projet initial va progressivement se transformer en la critique de la raison pure. Le problème qui obsède Kant est fondamental. Comment pouvons-nous connaître quelque chose avec certitude ? Les empiristes comme Hume affirment que toute connaissance vient de l'expérience, tandis que les rationalistes comme Leibniz soutiennent que la raison pure peut atteindre la vérité. Kant comprend que ces deux approches sont insuffisantes. Sa solution est aussi audacieuse qu'élégante. Au lieu de se demander comment notre connaissance peut correspondre aux objets, il inverse la question. Et si les objets devaient se conformer à notre manière de connaître ? C'est ce qu'il appellera lui-même sa révolution copernicienne, en philosophie, par analogie avec l'astronome qui avait placé le Soleil, et non la Terre, au centre du système solaire. Pendant ces années de travail acharné, la vie quotidienne de Kant devient de plus en plus réglée. Son emploi du temps est si précis que les habitants de Königsberg règlent leur montre sur ses promenades quotidiennes. Il déjeune toujours seul, mais dîne invariablement avec des amis choisis, estimant que la solitude pendant les repas est mauvaise pour la santé. Ces dîners sont l'occasion de discussions animées où Kant teste ses idées. Il a le don de rendre accessibles les concepts les plus abstraits, illustrant ses théories par des exemples tirés de la vie quotidienne. Ses invités rapportent que ces repas peuvent durer plusieurs heures, mêlant philosophie profonde et conversation légère. En 1778, Kant commence enfin la rédaction finale de son chef-d'œuvre. Il travaille avec une intensité redoublée, conscient de l'importance de sa tâche. Son domestique, Martin Lampe, reçoit l'ordre strict de le réveiller chaque matin à la même heure, quelles que soient les protestations de son maître. Plus tard, Kant écrira dans son carnet « Il faut réveiller Lampe à tout prix ». Enfin, au printemps 1781, la critique de la raison pure est publiée. L'ouvrage, dense et complexe, ne suscite d'abord que peu de réactions.
Kant, qui a consacré 11 ans de sa vie à ce travail, est déçu par l'accueil initial. Dans une lettre, il confie « Mon livre sera peut-être compris dans 100 ans ». Le système kantien, 1781-1790, la critique de la raison pure, n'est que le premier volet d'une trilogie qui va redéfinir la philosophie. Dans cet ouvrage monumental, Kant établit les limites de la connaissance humaine. Il montre que nous ne pouvons connaître les choses que telles qu'elles nous apparaissent, les phénomènes, et non telles qu'elles sont en elles-mêmes, les noumènes. L'espace et le temps ne sont pas des réalités objectives, mais des formes de notre sensibilité, des cadres à travers lesquels nous percevons nécessairement le monde. Les premières réactions sont mitigées. Un critique compare la lecture de l'ouvrage à une traversée dans le brouillard. Kant, loin de se décourager, publie en 1783 les Prolégomènes à toute métaphysique future, une version plus accessible de ses idées. Il y explique que son but n'est pas de détruire la métaphysique, mais de la refonder sur des bases solides. En 1785, Kant publie les Fondements de la métaphysique des mœurs, où il développe sa célèbre théorie morale. C'est là qu'apparaît l'impératif catégorique. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Voilà, messieurs, le principe suprême de la moralité. Contexte. Lors d'une conférence présentant l'impératif catégorique. Cette formule révolutionnaire propose une morale fondée sur la raison pure, indépendante de toute considération religieuse ou empirique. La portée de cette théorie morale est immense. Pour la première fois, un philosophe fonde l'éthique non pas sur la recherche du bonheur ou sur la volonté divine, mais sur la raison pure pratique. Kant insiste sur la dignité absolue de la personne humaine. Chaque être humain doit être traité comme une fin en soi, jamais simplement comme un moyen. En 1788, paraît la Critique de la raison pratique qui approfondit sa philosophie morale. Kant y résout le paradoxe apparent entre le déterminisme naturel, établi dans la première critique, et la liberté morale. L'homme appartient à deux mondes. Comme être naturel, il est soumis aux lois de la causalité. Comme être moral, il participe du monde intelligible et est donc libre. La vie quotidienne de Kant durant cette période productive reste d'une régularité exemplaire. À 60 ans passés, il maintient son programme strict, lever à 5 heures, travail jusqu'à midi, promenade d'1 heure, puis dîner avec des amis. Ses cours à l'université attirent toujours plus d'étudiants, certains venant de loin pour l'écouter. En 1790, Kant complète sa trilogie critique avec la Critique de la faculté de juger. Dans cet ouvrage, il s'attaque aux questions de l'art et de la beauté, mais aussi à la finalité dans la nature. Il y développe une théorie esthétique originale, distinguant le beau, qui plaît universellement sans concept, du sublime, qui nous confronte à l'infini ou à la puissance absolue. Cette période voit Kant au sommet de sa gloire intellectuelle. Sa réputation s'étend dans toute l'Europe. Des visiteurs viennent de loin pour le rencontrer, même si beaucoup repartent déçus par l'apparence modeste de ce géant de la pensée. Kant reste simple dans ses manières, préférant la conversation avec ses amis habituels aux honneurs officiels. Les dernières années, 1790-1804. Les dernières années de Kant sont marquées par une lutte entre son esprit toujours vif et un corps qui décline inexorablement. La décennie 1790 le voit encore actif, publiant des essais importants sur la politique et la religion, mais les signes de vieillissement se multiplient. En 1793, la publication de « La religion dans les limites de la simple raison » lui attire les foudres du pouvoir. Le roi Frédéric Guillaume II, moins éclairé que son prédécesseur, considère l'ouvrage comme une attaque contre le christianisme. Kant reçoit une lettre de réprimande royale lui intimant de ne plus écrire sur la religion. Sa réponse est caractéristique. En tant que fidèle sujet de Sa Majesté, je m'engage solennellement à ne plus rien écrire sur la religion. Mais notez bien les termes de mon engagement. Une formule soigneusement choisie qui lie son silence à la durée du règne en cours. En 1795, alors que l'Europe est déchirée par les guerres révolutionnaires, il publie « Vers la paix perpétuelle », un traité visionnaire qui propose un plan pour une paix durable entre les nations. Il y esquisse les principes de ce qui deviendra plus tard la Société des Nations puis l'ONU.
Même affaibli physiquement, son esprit continue de s'attaquer aux plus grands défis de l'humanité. À partir de 1796, son déclin physique s'accélère. Sa vue baisse, ses jambes faiblissent, il doit renoncer à ses légendaires promenades. Ses amis notent avec tristesse que sa conversation, autrefois si brillante, devient répétitive. Il oublie les noms, perd le fil de ses pensées. Pourtant, il continue de travailler sur un dernier ouvrage, l'Opus Posthumum, tentative inachevée de donner une forme finale à son système philosophique. Les dernières années sont particulièrement difficiles. Son esprit, qui avait exploré les limites de la raison humaine, commence à vaciller. Il ne reconnaît plus ses visiteurs, répète sans cesse les mêmes phrases. Ses amis fidèles, notamment Wazianski, veillent sur lui, protégeant sa dignité jusqu'à la fin. Le 12 février 1804, vers 11 heures du matin, Emmanuel Kant s'éteint doucement. Ses derniers mots auraient été « Es ist gut », c'est bien. Sa mort provoque un deuil général à Königsberg. Son enterrement, le 28 février, prend l'allure d'un événement national. Toute la ville suit le cortège funèbre jusqu'à la cathédrale où il est enterré dans la crypte des professeurs. Au-delà de ses théories révolutionnaires, Kant l'homme fascine par sa personnalité complexe et ses habitudes singulières. Ses contemporains nous ont laissé de nombreux témoignages sur sa vie quotidienne, révélant un personnage bien plus riche que l'image austère transmise par la tradition. Dans son petit appartement de fonction, Kant vit avec une simplicité qui confine à l'ascétisme. Une seule décoration orne ses murs, un portrait de Rousseau qu'il considère comme son maître en matière de sensibilité morale. Son mobilier est spartiate, mais sa bibliothèque est impressionnante. Il possède peu de vêtements, mais insiste pour qu'ils soient toujours impeccables. Son emploi du temps légendaire n'est pas une simple manie, mais le fruit d'une réflexion approfondie sur l'art de vivre. Il théorise même ses habitudes dans un petit traité de la puissance de l'esprit par la seule volonté de vaincre ses sentiments maladifs. Pour Kant, la maîtrise de soi commence par la maîtrise de son emploi du temps. Contrairement à l'image du philosophe solitaire, Kant est un hôte recherché et un brillant causeur. Ses dîners sont célèbres à Königsberg. Il y impose une règle stricte. Les conversations doivent passer par 3 phases. D'abord la narration, les nouvelles du jour, puis la réflexion, discussion de sujets sérieux, et enfin le rire, plaisanterie et histoire légère. Il considère que le rire est essentiel à la santé, tant physique que mentale. Sa vie sentimentale, ou plutôt son absence, a fait l'objet de nombreuses spéculations. Il reste célibataire toute sa vie, non par misogynie mais par choix philosophique. À un ami qui l'interroge sur ce point, il répond avec humour « Quand j'avais besoin d'une femme, je ne pouvais pas en entretenir une. Quand je pus en entretenir une, je n'en avais plus besoin. » Pourtant, Kant n'est pas insensible au charme féminin. Dans sa jeunesse, il s'éprend de Maria von Herbert, une jeune femme brillante qui deviendra sa correspondante philosophique. Cette relation, strictement platonique, révèle un Kant capable d'une grande délicatesse dans ses rapports humains. Sa santé est un sujet de préoccupation constante. Il développe tout un système d'hygiène personnelle, méticuleusement consigné dans ses carnets. Il régule sa respiration, compte ses pas pendant ses promenades et théorise même la meilleure façon de se moucher. Ces manies, qui peuvent prêter à sourire, témoignent de sa conviction que la philosophie doit s'incarner dans une pratique quotidienne. Ses rapports avec son fidèle serviteur, Martin Lampe, illustrent la complexité de sa personnalité. Pendant 40 ans, Lampe est son ombre, veillant sur son confort quotidien. Quand il doit le renvoyer pour ivrognerie, Kant note dans son carnet « Il faut oublier le nom de Lampe ». Note touchante qui révèle sa sensibilité sous son apparente froideur. L'héritage de Kant est immense. Sa révolution philosophique, comparable à celle de Copernic en astronomie, marque un tournant dans l'histoire de la pensée. Il a montré les limites de la raison humaine tout en affirmant sa puissance, fondé une morale universelle sur la raison pure, et ouvert la voie à une nouvelle compréhension de l'art et de la beauté. Plus profondément encore, Kant incarne un idéal, celui du philosophe qui ne sépare pas la pensée de la vie, qui cherche à accorder son existence à ses principes. Sa vie réglée n'était pas une simple manie,
mais l'expression d'une conviction profonde que la philosophie doit s'incarner dans une pratique quotidienne. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après sa mort, les questions qu'il a posées restent d'une actualité brûlante. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Ces 3 questions, qui résument selon lui toute la philosophie, continuent d'interpeller chaque génération. La tombe de Kant porte une inscription tirée de la critique de la raison pratique. 2 choses remplissent l'âme d'une admiration et d'un respect toujours nouveau et toujours croissant, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ces mots résument admirablement l'essence de sa philosophie, l'union du savoir théorique et de la conscience morale, de la contemplation du monde et de l'exigence éthique. Emmanuel Kant reste ainsi non seulement un géant de la philosophie, mais un exemple de ce que peut être une vie consacrée à la recherche de la vérité et à la pratique de la sagesse. Son héritage continue d'influencer notre façon de penser le monde, la morale et nous-mêmes, prouvant que sa révolution philosophique n'a rien perdu de sa pertinence. Merci de votre écoute de cette nouvelle histoire philosophique. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et de faire vivre ces histoires qui ont façonné notre réalité actuelle. La chaîne me demande beaucoup de ressources, alors si vous voulez me faire un don ou souscrire à mon Patreon pour débloquer bientôt des contenus exclusifs, vous êtes les bienvenus. À très bientôt, j'espère.